Et peut-être aussi parce que, du coup, effectivement, souvent, on classe un peu l'agriculture bio, l'agroécologie comme quelque chose de passéiste, un peu, voilà, pas trop moderne, etc. Et là, je pense que Jacques Kapla et Marc Desfumier vont vous montrer que, au contraire, bien au contraire, ça demande beaucoup, beaucoup de technicité. Voilà, bon, je vous laisse vous présenter. Alors, chacun va se présenter à peu près 10 minutes, hein, et puis ensuite on passe au débat. Alors je précise juste techniquement, donc bonjour à toutes et à tous, très nombreux que vous êtes aujourd'hui. Il y aura très rapidement derrière les questions ou les interventions que vous souhaiterez mettre à la connaissance de tout le monde. On va le faire avec la main levée, c'est encore le plus simple. Il y a un jeu de lumière ici qui est un petit peu compliqué comme vous êtes très nombreux. N'hésitez pas vraiment à lever la main pour que je puisse vous noter et on le fera dans l'ordre des choses et idéalement par groupe de questions d'intervention. Et aucune question, aucune intervention n'est stupide, bien évidemment. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. On a 2 heures, ça peut paraître long, mais c'est vraiment très court. Exemple avec la rencontre de ce matin où vraiment il a fallu raccourcir pour qu'on soit dans les temps. Donc vraiment n'hésitez pas, notez vos questions éventuellement et on peut y revenir un petit peu plus tard si vous ne souhaitez pas la poser dès le départ. Je vais vous laisser la parole, comme l'a dit tout à l'heure l'organisateur, je vous laisse évidemment vous présenter et intervenir directement, introduire la discussion. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Alors, Marc Desfumier, je suis en fait ce qu'on appelle ça professeur émérite à l'Agro de Paris, l'Agro Paris Tech. Et j'ai surtout travaillé d'ailleurs dans les pays du Sud, qu'on qualifie du tiers-monde autrefois. Alors à la question, qu'est-ce que c'est qu'une agriculture novatrice, j'ai envie de répondre déjà par raconter ce qui est complètement désuet. Ce qui est complètement désuet, c'est d'essayer de produire hors sol des poulets de 40 jours avec du maïs, du soja brésilien et de prétendre que ces poulets exportés vers l'Arabie Saoudite pourraient être compétitifs avec des poulets brésiliens. Ce qui est désuet aujourd'hui, c'est d'essayer d'investir dans les tours de déshydratation en Bretagne pour produire de la poudre de lait à l'exportation de la Chine, sachant que la Chine investit en Nouvelle-Zélande, en Irlande, en Uruguay, et que, hautement probable, la Chine continuera d'importer son lait à partir de la Nouvelle-Zélande avec des fermes de 1000 hectares, des fermes où il n'y a pas d'hiver, des fermes où il n'y a pas besoin de faire ensilage de foin et autres, et où il n'y a pas les mêmes investissements au bâtiment, la poudre de lait, excusez-moi, ringard. Ce qui est désuet aujourd'hui, c'est de produire du blé à 90 quintaux, très coûteux en engrais de synthèse, urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium, fabriqué avec du gaz naturel russe. Et quand on dépense ces engrais azotés de synthèse, très émetteurs de protoxyde d'azote, le principal gaz, contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, c'est le protoxyde d'azote et l'îlot de l'épandage des engrais azotés de synthèse. Et laissez penser que ce blé à 90 quintaux, évidemment il y a des années comme cette année où c'est la cata, mais ce blé à 90 quintaux, pensez qu'il pourrait être un jour compétitif avec du blé ukrainien sur 1 millier d'hectares alors qu'ils en sont qu'à 30 quintaux et investissent leur matériel sur de grandes surfaces, désuet. Ce qui est désuet, c'est aussi de produire de la betterave à sucre pour fabriquer de l'éthanol et penser que la betterave à sucre, qui est déjà une plante moins efficace que la canne à sucre du point de vue de la photosynthèse, on dit les plantes en C3 moins efficaces que les plantes en C4, pour ceux qui connaissent la physiologie végétale, en concurrence avec de la canne à sucre sur des exploitations de 40 000 hectares, de betteraves sous les nuages, en concurrence avec une canne à sucre sous le soleil. Ça va, vous voulez qu'on continue? Le désuet, c'est l'agriculture industrielle qui laisse penser que dans la France de mille et un terroirs, il y a une compétitivité quelconque avec des produits standards, bas de gamme, matières premières, minerais des espangueros, quand ils avaient réussi à mettre du cheval contre du bœuf. Oui, mettre du cheval dans du bœuf, dans des lasagnes de bœuf, c'est désuet. Alors, il faut le dire, toute notre agriculture aujourd'hui est en crise. Si on me dit, ah, c'est la faute à Lactalis, ils ne payent pas au prix qu'on veut, Lactalis, ça veut dire, bah oui, mais si Carrefour m'achetait le prix du lait à un prix élevé, je pourrais l'acheter à un prix plus élevé. Et puis évidemment, bah, Carrefour importera peut-être du lait avec des fermes des 1000 vaches qui existent déjà en République tchèque. Donc je veux dire, il y a urgence, on a trompé les agriculteurs, ils ont été engagés dans des voies de l'agriculture industrielle, de produits bas de gamme à grande échelle. On leur a dit qu'il fallait produire un lait pas cher, sauf que des jours où tout le monde découvre que le lait pas cher coûte très cher, il faut payer des impôts pour retirer les algues vertes.
On a demandé aux gens de produire un blé pas cher pour produire du pain, et on découvre qu'aujourd'hui le pain nous coûte très cher, parce que pour l'eau potable, il faut retirer la trazine. Et ça, évidemment, c'est pas dans le prix du lait, c'est pas dans le prix du pain, n'empêche que ça nous coûte très cher. Tout ça, c'est désuet. Et tous ceux qui pourraient affirmer que c'est un quelconque avenir dans un pays comme la France, alors là, je pense, se trompent et induisent en erreur les agriculteurs. L'alternative, l'innovation, et moi je vous proposais tout juste une chose. Si dans notre alimentation on a besoin de kilocalories, on a besoin d'énergie, parce que nous dépensons tous les jours de l'énergie, j'imagine devant vous, je dépense de l'énergie, mais fort heureusement on m'a offert un repas qui m'a donné la ration énergétique en question. Mais cette énergie que je trouve dans l'alimentation, d'où ça nous vient? Du soleil. Et si on me dit qu'il n'y a pas de pénurie de soleil avant 1,5 milliard d'années, je vous propose qu'on fasse l'usage le plus intensif de cette ressource naturelle renouvelable, qui est l'énergie solaire. Je ne veux plus voir un rayon de soleil tomber à terre. Entre les rangées de blé, on va mettre des lentillons, absolument. On va assurer des couvertures végétales maximum, couverture maximale, la plus maximale totale à un instant, et la plus permanente en hiver, en printemps, à l'été, à l'automne. Dans les pays du Sud, ce sera en saison des pluies, en saison sèche. Mais je veux maximiser la photosynthèse, cette plante ou ces plantes associées qui sont capables d'intercepter l'énergie solaire, capables de transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire, c'est-à-dire en sucre, en amidon, en lipides. On appelle ça hydrate de carbone. La plante fabrique cette ration alimentaire, hydrate de carbone, en trouvant du carbone, ou la plante trouve-t-elle du carbone, figurez-vous, dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Excusez-moi, c'est un gaz à effet de serre. Si les agriculteurs peuvent pratiquer une agriculture qui fera un usage intensif de l'énergie solaire, qui fera un usage intensif de ce gaz carbonique, et la plante prend le carbone, libère l'oxygène, et avec ce carbone fabrique du sucre, de l'amidon, des lipides, ça peut aussi fabriquer de la paille, avec les restes de racines, si c'est bien enfoui, et si les microbes font bien leur job, ça séquestrera du carbone dans l'humus des sols. Alors je suis pour l'agriculture intensive. Faire l'usage intensif ne coûte rien. L'énergie solaire, enfin ce qui coûte, c'est-à-dire le l'air est sûrement présent, c'est l'accès au terrain, ça on est bien d'accord. Mais une fois qu'on a accès au terrain, je ne veux plus voir un rayon de soleil à terre, je veux voir les rayons de soleil tomber sur des feuilles, je veux voir la feuille capable d'intercepter le gaz carbonique. Sauf que pour intercepter le gaz carbonique, c'est-à-dire que le gaz carbonique rentre dans la plante, ben, figure ce gaz carbonique va rentrer par des petits trous dans la plante. C'est les petits trous par lesquels la plante transpire. Eh bien, parce que la plante, elle est comme nous, elle transpire, plus il fait chaud, plus sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Sauf que la différence avec nous, c'est que la plante, eh bien, quand elle commence à manquer d'eau, nous, si on ne boit pas tout de suite, on meurt, eh bien, la plante, elle peut résister au stress hydrique momentanément. En cessant de transpirer, elle conserve son eau et peut momentanément résister au stress hydrique pendant quelques jours, quelques semaines, rarement plusieurs mois. Sauf que, vous comprenez, si la plante, quand elle cesse de transpirer, est obligée de fermer les orifices pour conserver son eau, elle ferme les orifices par lesquels elle était capable d'intercepter le gaz carbonique. Vous voyez le maïs en monoculture. Alors, on va faire l'exception pour le maïs population. Mais le maïs en monoculture dans le sud-ouest, eh ben, si le sol est à nu pendant l'hiver, les rayons du soleil tombent à terre, c'est pas génial. Si les rayons du soleil tombent entre les rangées de maïs après le semis en avril-mai, c'est franchement pas génial. Et si au mois d'août, quand enfin ça y est, le champ de maïs recouvre la totalité du sol, eh bien écoutez, ça tombe mal, au mois d'août, c'est le moment où il fait sec, c'est le moment où la plante va cesser de transpirer, ferme l'estomac, c'est-à-dire tous les rayons du soleil tombent sur les feuilles, ça ne sert à rien, la plante est incapable d'intercepter le carbone du gaz carbonique. Ça c'est désuet, c'est tout faux. Alors, effectivement, je ne suis pas contre le maïs, mais il va falloir effectivement des plants dont le cycle, j'ai entendu tout à l'heure, il faut un cycle végétatif plus long, on va essayer une couverture végétale plus permanente, etc. En tout cas, c'est la gestion de l'eau qui importe. On veut maximiser la réserve en eau dans le sol pour le mettre à la disposition des plantes pour qu'elles puissent transpirer plus longtemps, et transpirant plus longtemps, elle ouvrira les orifices par lesquels elle est capable de prendre le carbone pendant plus longtemps. Il nous faut que toute l'eau qui tombe s'infiltre dans le sol au lieu de ruisseler. On empêchera l'eau de ruisseler avec des haies, on empêchera l'eau de ruisseler avec la couverture végétale maximale. Le petit filet d'eau ne prendra jamais de vitesse, arrêté par une racine, arrêté par une feuille, arrêté par un ver de terre, l'eau finira par s'infiltrer. On m'avait enseigné que pour que l'eau s'infiltre dans les sols, il fallait labourer. J'entends effectivement aujourd'hui, non, c'est plutôt zéro labour. On va faire travailler les coportes, on va faire travailler les vers de terre, mais ce ne sera pas le labour qui a tendance à oxygéner et oxyder exagérément le carbone de l'humus des sols qui retourne à l'état de gaz carbonique. Ça, c'est désuet. La porosité des sols, la structure grumeuse des sols, comme on a dit tout à l'heure, ça va être la biologie des sols, à condition qu'on ne leur fasse pas de mal avec des produits pesticides. Les produits pesticides, c'est désuet. Mais effectivement, ce sol peut devenir poreux grâce à
la biologie des sols. Et maintenant, vous voulez que l'eau qui s'est infiltrée reste dans la couche arable à disposition des racines et n'aille pas tout de suite rejoindre la profondeur des sols. Eh bien, écoutez, c'est l'argile et l'humus qui peut retenir l'eau. On ne peut pas enrichir un sol en argile, un sol sableux restera un sol sableux, mais on peut l'enrichir en humus. Et enrichir un sol en humus, c'est lui apporter beaucoup de carbone, le carbone de la paille, le carbone de la lignine, on entendait tout à l'heure, ce carbone, mais il faut quand même aussi un peu d'azote. C'est-à-dire que le microbe qui décompose le carbone d'une paille de blé, s'il n'a pas un peu d'azote à proximité, ben il arrête le job et le carbone retournera à la gaz carbonique, ça ne fabriquera pas de l'humus. Or, l'humus, c'est ce qui retient l'eau et qui permet justement de conserver ça à disposition des racines de plantes et allonger la photosynthèse et ce genre de choses. Oui, on a besoin d'azote, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, en agriculture, à la fois parce que dans l'humus, il y a 50% de carbone, mais il y a quand même un peu d'azote, on en a impérativement besoin, mais pour fabriquer les protéines, qui est le deuxième élément de notre alimentation. Dans notre alimentation, on a besoin d'énergie tous les jours pour la dépenser, on a besoin de protéines pour constituer le sang, les cheveux, les larmes, tous les tissus du corps humain, et on en évacue, malheureusement ça repart pour une part avec nos urines. Il faut renouveler les protéines pour les tissus du corps humain, et qu'est-ce que c'est que des protéines? Ce sont les hydrates de carbone sur lesquels il faut rajouter de l'azote. Alors l'azote, où le trouve-t-on? C'est pas un problème. 79% d'azote dans l'air, pas de pénurie annoncée avant des millénaires. Je vous suggère qu'on fasse un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer nos protéines. Mais ce qui est quand même vrai, ce qui est coûteux, c'est que rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer des protéines, c'est coûteux en énergie. Alors le résultat, c'est que quand on veut un blé riche en protéines, eh bien on va lui apporter un engrais azoté de synthèse fabriqué avec du gaz naturel russe. C'est pas malin. Donc ça, c'est désuet. Y a-t-il une autre méthode pour que l'on ait des blés ou des aliments riches en protéines sans avoir recours à de l'énergie fossile? Tout ce qui utilise de l'énergie fossile, c'est désuet. Non, l'innovation, la technique moderne, ça va être utilisé. Alors c'est vrai que quand même entre tradition et innovation, on va savoir utiliser le fait que les légumineuses, ça a été dit tout à l'heure, sont des plantes qui permettent, c'est des microbes qui les aident à faire ça, fixer l'azote de l'air, fabriquer des protéines. Et d'ailleurs, vous voyez bien que le lentillon qu'on a semé entre les rangées de blé, non seulement il intercepte les rayons du soleil qui n'étaient pas tombés sur les feuilles de blé, mais comme c'est une légumineuse, eh bien, il fabrique des protéines. Et quand on aura récolté et le blé et le lentillon, il y aura dans le sol un résidu de racines carbonées, le microbe va commencer à manger le carbone, et trouvera juste à côté le lentillon, sa dose d'azote. La bonne dose de carbone et d'azote, ça va fabriquer de l'humus, bon dosage carbone, azote, sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et j'ai coutume de dire dans ces moments-là que je suis pourtant un ardent défenseur du fumier. Parce que, pour des raisons objectives, parce que quand vous mettez les animaux sur la paille, eh bien, l'azote de l'urine rejoint le carbone de la paille, ça fabrique du fumier, le fumier rétabli dans le sol, ça fabrique de l'humus. Et pourquoi faudrait-il que les Bretons mettent leurs cochons et leurs animaux sur le béton, sur caillebotis, que cesser de fabriquer du fumier, que ce soit du lisier qui s'écoule, etc., ça fertilise les algues vertes. Franchement, alimenter en protéines des cochons, des volailles et des ruminants en Bretagne, en surnombre, en allant chercher une légumineuse qui est produite au Brésil, pour que l'azote de l'air brésilien est dans une légumineuse qui va ensuite alimenter le cochon et que ça pisse et fertilise les algues vertes, alors que dans le bassin parisien, il n'y a plus de fumée, il n'y a plus d'urine, et comme il n'y a plus d'urine, on met de l'urée, comme l'urée, il faut fabriquer du gaz naturel russe. Enfin, si vous appelez ça circuit court, non, c'est désuet. Là, l'innovation, c'est un circuit court. On va gérer en circuit court le cycle du carbone et de l'azote, excusez-moi, et il a été dit tout à l'heure que si on veut des protéines sans avoir recours à de l'énergie fossile, ben mettons des plantes de l'ordre des légumineuses, mais pas forcément le soja importé du Brésil. Si on a de la févrole, si on a des pois fourragers, si on a de la luzerne, si on a des trèfles, si on a des lotiers, si on a des vestes, si on a des lentilles, si on a des pois chiches, si on a des haricots, même pourquoi le haricot, le cassoulet de Castelnaudary n'aurait pas un haricot français, une protéine française produite sur le sol français, avec l'azote de l'air français, grâce à des microbes français. Enfin, je veux dire, plus franchement, mais non, mais au Brésil, si vous croyez qu'ils sont fiers de produire des protéines pour nourrir nos cochons, nos volailles, nos ruminants, alors qu'eux préféreraient que leur soja nourrisse des Brésiliens. Non, c'est tous les peuples du monde qui auraient intérêt à gérer en circuit court le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Et puis alors, effectivement, il faut aussi des éléments minéraux, il n'y a pas que les protéines et autres. Et ça, les éléments minéraux, c'est vrai qu'on les prend dans le sol, il faut pouvoir en remettre. Et là, l'inquiétude, je ne vous le cache pas, c'est pas tant sur le calcium, j'ai compris qu'en Sologne, le sol était acide et qu'il fallait apporter du calcium. Parfois, quand dans les régions lointaines, ça fait des grands coûts de transport, mais les falaises calcaires à l'échelle mondiale, rassurez-vous, le calcium, il n'en manque pas. Le potassium, j'entends pas de crainte, mais alors le phosphore, excusez-moi, les experts ne sont pas encore tous d'accord, mais c'est d'ici 3-4 décennies. La perspective de pénurie, en tout cas d'un coût d'exploration, d'exploitation de nouvelles mines de phosphate, va être
absolument considérable. Là, le phosphore, il nous faut être très économe. Et là, je vous proposerai aussi que, comme pour l'azote, on essaye d'éviter que ça s'écoule avec le lisier et rejoigne fertiliser des algues vertes sur le littoral. Ça veut dire qu'on va le refixer dans le fumier. Et le fumier, on va le rétablir dans le sol. Ça refabriquera de l'humus. Et l'humus sera riche en phosphore, économie circulaire, au moins le recyclage. Et si on peut trouver des éléments minéraux, dont le phosphore, ailleurs que dans les mines de phosphate, on peut aller chercher quand même au sous-sol. Quand la roche est altérée, ça nous a été dit tout à l'heure, hein, j'ai oublié le prénom, mais que le sol il constitue quand même de l'altération de la roche-mère, le granit, le schiste, le calcaire, le gneiss. Eh bien, tous les ans, au sous-sol, la roche est altérée. Cette roche, qui a une faible teneur en éléments minéraux, j'en conviens, mais néanmoins, libère tous les ans des éléments minéraux, sauf que ces éléments minéraux qui sont libérés en sous-sol, ce n'est pas accessible à une racine de blé, mais ça peut être accessible à une racine d'arbre. Si vous avez des arbres à des racines profondes qui vont aller chercher les éléments minéraux en profondeur, ça va remonter avec la sève, ça va aller dans les feuilles, la feuille morte va tomber à terre, et ça va enrichir la couche arable. Oui, on va remettre des haies, pas seulement pour empêcher le ruissellement, pas seulement pour faire brise-vent, mais aussi parce que ça peut contribuer effectivement à la fertilité des sols. On va remettre des pommiers dans la prairie, on va cultiver du blé dur, ça se fait déjà aujourd'hui tout de suite en France, sous noyer, on m'avait enseigné que c'était impossible, et bien j'ai vu, c'est 1,4 de rendement en plus. Alors on appellera ça agroforesterie, embocagement, ou qu'importe, mais oui, il sera peut-être très utile de pouvoir associer des arbres pour brise-vent, pour éventuellement la fertilisation, parce que ça va chercher les éléments minéraux qui sont en profondeur dans les sols, dans les feuilles, ça tombe à terre. Mais d'ailleurs, vous avez aussi, et ne me dites pas que c'est passéiste, hein, il y a, on le sait aujourd'hui, des champignons mycorhiziens qui peuvent se développer dans la couche arable, qui vont effectivement parasiter l'énergie de la plante, que ce soit la racine de blé ou de luzerne. Ils veulent parasiter cette énergie, développer un mycélium, c'est une espèce de moisie tellement filamenteux que ce filament est capable d'aller dans la couche arable, chercher des éléments minéraux qui sont déjà présents dans la couche arable, mais qui ne sont pas aujourd'hui assimilables par la plante, parce que coincés entre les feuillets d'argile. Ça fait peut-être un peu jargonneux ce que je vous dis, mais c'est des éléments minéraux qui avaient été prélevés autrefois en sous-sol, quand il y avait les forêts, avant même qu'on fasse l'agriculture, etc. Mais pendant la constitution des sols, ces éléments minéraux qui provenaient de l'hydrolyse et silicate de la roche-mère, mais qui avaient été concentrés dans la couche arable, là, figurez-vous, au fil des décennies, eh bien, et ça a été coincé entre les feuilles d'argile, la plante ne parvient pas à avoir accès. Ben, les champignons vont y aider. Parce que ces champignons sont capables d'aller débusquer les éléments minéraux, alors le calcium, le potassium, le phosphore, les oligo-éléments, mais c'est surtout sur le phosphore qu'il y a de grandes craintes. Et c'est là où les champignons mycorhiziens, on les appelle champignons mycorhiziens, c'est là où ils se révèlent très efficaces, parce qu'ils vont débusquer les éléments minéraux et ils vont restituer ça à la plante dont ils ont parasité l'énergie. Eh bien oui, je peux vous assurer qu'avec un certain nombre de techniques innovantes, mais ce qui pourrait supposer effectivement qu'on rétablisse parfois du bois, puis quand on rétablit une haie, effectivement ça peut faire brise-vent, ça peut fertiliser. Je connais des gens qui élaguent, qui émondent leurs arbres, coupent les rameaux en petits morceaux, font du bois rémal fragmenté. Donc, bois rémal fragmenté, il y a le carbone de la photosynthèse, il y a la sève avec les éléments minéraux. Il vaut mieux mettre ça dans un endroit où il y a eu des légumineuses, où il y a un peu d'azote, j'en conviens. Et se développe toute une série de champignons, dont les champignons mycorhiziens, qui peuvent avoir le rôle dont on est en train de parler. Effectivement, il faudra veiller à ce que ça ne fasse pas trop d'ombrage. Et ces arbres, en général, aussi, parfois, ça leur arrive d'héberger des coccinelles. Et quand les coccinelles sont là, ben, elles neutralisent les pucerons. Et quand il y a moins de pucerons, vous mettez moins de pesticides. Et dans la bande enherbée, si vous avez des carafes, ça neutralisera les limaces. Si vous avez neutraliser les limaces grâce à vos carafes, ça fera moins de pesticides. Et si dans vos bois, vous avez quelques petites mésanges, et les mésanges vont s'attaquer à la larve du carpocaphe qui va vous éviter de devoir mettre des pesticides pour avoir un premier bio. Enfin, juste pour vous dire, mais techniquement, enfin, nourrir durablement et correctement l'humanité tout entière, plus de 7,3 milliards, même plus au-delà des 9 milliards et demi annoncés pour l'an 2050, nous peut-être produire un peu moins de ce dont on est excédentaire, moins brader à vil prix vers les pays du Sud pour ne pas ruiner les paysans là-bas de tous les produits industriels dont je vous disais tout à l'heure, que c'était un peu ringard, vous savez, la poudre de lait, le poulet 40 jours, tous ces produits-là, c'est terminé. Nous, on va peut-être produire moins en termes de rendement, encore qu'il y a une forme d'agriculture bio qui accroît les rendements, c'est quand même la permaculture. Et s'il est vrai que le passage de l'industriel au bio chez nous diminue les rendements parce que nos systèmes sont dégradés et qu'il faut quand même un certain temps pour les rétablir. Sachez que dans les pays du Sud, on peut d'emblée accroître les rendements avec une agriculture intensément écologique qui fait un usage intensif des rayons du soleil, du carbone, du gaz carbonique, de l'azote de l'air, des éléments minéraux de la profondeur, des champignons, mycorhiziens, des coccinelles, ah oui, les abeilles aussi, qui peuvent être utiles pour la fécondation, du tournesol, des pommiers, des poiriers, du colza et ce genre de choses. Eh bien écoutez, oui, une agriculture intensément écologique, qui fait un usage intensif de ce qui ne coûte rien,
très économe en énergie fossile et sans agrotoxiques. C'est ça l'innovation. Question, qu'est-ce qu'on attend?